Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà. L'élection présidentielle américaine est devenue de plus en plus spectaculaire, de plus en plus extraordinaire. Donald Trump est devenu un vrai star pour beaucoup de gens en Chine qui s'intéressent à cette élection. Des millions de Chinois qui suivent cette élection comme s'ils suivent un feuilleton télévisé. Et beaucoup de gens disent que Donald Trump mérite un Oscar pour le meilleur rôle masculin dans cette élection. C'est vrai, cette élection a beaucoup de points différents que les élections précédentes. Et surtout, durant tout le mois d'avril, il y a un autre phénomène qui nous surprend. C'est des milliers d'inconnus qui ont manifesté dans la capitale des États-Unis pour demander la démocratie. Pendant une élection présidentielle, des milliers de personnes descendues dans la rue pour demander la démocratie. C'est quand même très spectaculaire, très extraordinaire. Donc on a vraiment beaucoup de questions sur cette élection. Qui va gagner, bien sûr? Qui est Trump? Pourquoi les Américains descendus dans la rue pour demander la démocratie? Alors, tant de questions à demander à mes deux invités, Ting Yifan, politologue et économiste, mais aussi Richard Hartz, journaliste, correspondant de Parisien à Pékin. Bon, avant de les entendre, je vous invite, comme d'habitude, d'abord regarder un reportage pour savoir les dernières nouvelles de cette élection américaine. Il y a encore quelques mois, l'investiture de Donald Trump comme candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle américaine paraissait inimaginable. Depuis son écrasante victoire, le 3 mai dernier, dans la primaire de l'Indiana, le mania de l'immobilier semblait déjà inarrêtable. Après l'abandon de ses deux derniers adversaires, Ted Cruz et John Kasich, la nomination tient quasiment du fait accompli. Du côté démocrate, et bien que les prochains États en jeu s'avèrent très serrés, Hillary Clinton possède un avantage net sur son concurrent Bernie Sanders grâce au système très critiqué des superdélégués. À moins d'une immense surprise, ce sont donc Trump et Clinton qui devraient se livrer une bataille que beaucoup prédisent épique pour la présidence des États-Unis en novembre 2016. Voilà, mes deux invités. Richard Hartz, vous êtes journaliste, vous avez couvrir beaucoup de fois les élections, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Vous connaissez bien les élections, vous connaissez bien le système démocratique, ça c'est sans aucun doute. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette élection extraordinaire. Et Ting Yifan, vous êtes politologue et économiste, vous venez de terminer votre livre sur le système démocratique en Occident. On aura beaucoup d'intérêt à vous entendre, d'entendre vos analyses sur ce mouvement, sur les élections présidentielles américaines. Et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et d'abord, une question à Ting Yifan. Alors, c'est quand même extraordinaire, un Trump qui est différent que tous les politiques traditionnels, qui arrive triomphalement, qui est devenu pratiquement chose accomplie, le candidat des Républicains. Alors, qu'est-ce qui va changer? D'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a changé déjà pour le schéma politique américain? Et puis, s'il est élu, qu'est-ce qui va changer? Ah oui. En fait, le phénomène Trump est nouveau. Le phénomène Trump montre que finalement le système de partis politiques est en train de s'écrouler. Voilà, Parce que Trump se prétend être le candidat du Parti démocrate, républicain. Mais en fait, il est tout seul. En fait, au sein du Parti républicain, il a très peu de soutien. Surtout en ce qui concerne les cadres et les dirigeants du Parti républicain sont contre les éléphants des républicains. Les éléphants des républicains sont tous contre Trump comme candidat du Parti républicain. À plusieurs reprises,
les grands éléphants du Parti républicain ont laissé entendre que si Trump, par malheur, est arrivé à être nommé comme candidat du Parti républicain, ils vont voter, ces éléphants du Parti républicain vont voter pour le candidat démocrate. Dans le cas, ils pensaient que ce serait Hillary Clinton. Donc ils voteront majoritairement pour Hillary Clinton au lieu de voter pour le candidat de son propre parti. De leur parti. C'est bizarre. De même que les grands courants, les critiques, etc. Tout récemment, Martin Wolf, donc le chroniqueur de Financial Times, a fait aussi un article analysant le phénomène Trump, disant que si Trump parvient à être le candidat du Parti républicain, ça va être le danger non seulement pour les États-Unis, mais un danger pour le monde. Donc, on voit qu'en fait, l'establishment, comme on dit, le politique establishment, l'établissement politique a été mobilisé contre Trump. Mais en dépit de cette mobilisation, Trump réussit à mobiliser le support de la masse populaire. Je crois que ça lui rend même service. C'est ça. Oui, donc, voilà. cela montre que finalement, aux États-Unis, il y a une méfiance profonde de la masse populaire à l'écart de ce système traditionnel de parti politique. Donc, le phénomène Trump veut dire beaucoup de choses. Oui. Et Richard, en fait, c'est la masse populaire contre les élites. Est-ce qu'en France, il y a le même phénomène? Est-ce qu'on peut comparer Trump avec Marine Le Pen, par exemple? Oui, ça, il faut le dire vite. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que l'extrême droite en France et en Europe, elle a des racines historiques. Sous Jean-Marie Le Pen, oui. C'est certain qu'il y avait le souvenir de la collaboration qu'il ne fallait pas trop condamner pendant la guerre. Il y avait un soutien historique aussi à l'Algérie française contre De Gaulle. Ça n'a rien à voir. Alors, avec Marine Le Pen, c'est sûr qu'elle ne se préoccupe pas beaucoup de ce qui était le XXe siècle. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'être contre l'euro, c'est d'être contre l'arrivée d'immigrés en France. Elle est contre UMP, UMPS. C'est peut-être là d'ailleurs qu'il y a une certaine ressemblance. Similitudes. Oui, c'est sans doute là. Essentiellement, c'est quelque chose qui apparaît d'un peu nouveau et qu'on n'a jamais essayé, on n'a jamais voté pour l'extrême droite massivement en France. Est-ce que ça suffira à la faire élire? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a des points communs, c'est probablement du côté de l'immigration. Trump est très concerné et parle beaucoup des latinos. Oui, voilà. Et là, il veut faire une grande muraille pour empêcher que les immigrés illégaux viennent aux États-Unis. Sinon Trump, c'est beaucoup plus l'Amérique qui l'intéresse. C'est pas tellement. Et en plus, il n'y a, à ma connaissance, jamais eu de contact entre Trump et Marine Le Pen. Ça pourra peut-être venir, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, ce sera intéressant de voir si ce dialogue existe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans beaucoup de pays d'Europe, comme en Amérique, il y a un glissement de l'électorat vers la droite la plus dure, la plus extrême. Récemment, Trump a annoncé, s'il est élu, il va taxer tous les produits chinois à l'ordre de 45%. Ça, c'est jamais vu, jamais déclaré. Mais ce qui est marrant, c'est que beaucoup de Chinois aiment bien Trump. C'est bizarre, pourquoi? Mais en fait, il ne faut pas prendre ça très au sérieux, parce que c'est purement électoral, c'est un slogan électoral. Personne n'y croit vraiment à ce genre de slogan. Trump utilise d'une certaine manière le populisme et le protectionnisme pour mobiliser un peu la masse populaire. Et souvent, c'est de tradition électorale dans les pays occidentaux. Lorsque les candidats politiques veulent avoir le soutien populiste, etc.,
Et, Il désigne les toujours candidats un ennemi extérieur. exagèrent un peu l'effet du protectionnisme, etc. Ça Souvent, peut changer une fois qu'ils sont désignés. c'est ça. Oui, voilà. C'est souvent, oui. Parce que il ne faut pas oublier que Trump a un énorme intérêt en Chine. Parce que Trump a des investissements en Chine, Trump a bien accueilli l'investissement chinois aux États-Unis dans ses affaires. Trump a dit beaucoup de choses là-dessus et il n'y a pas raison de prendre sa proposition de taxer les produits chinois à un tel niveau, parce que c'est inimaginable. Parce que ça va ruiner non seulement la Chine, mais ça va ruiner principalement l'économie américaine s'il fait ça. Et je me rappelle aussi, lorsque George Bush veut veut avoir son deuxième mandat, il y avait George Bush Jr. contre Kerry, vous vous rappelez. Et j'avais fait un papier à l'époque, en fait 85% des Français, des Européens d'ailleurs, étaient pour Kerry. Et finalement, c'était George Bush qui a été réélu. Ce ne sont pas les Européens qui votent. Oui, Oui, voilà. Et cette fois-ci, c'est pratiquement la même chose. La plupart de l'opinion publique européenne était contre Trump. Mais si c'était lui, alors est-ce que l'Europe, la relation entre l'Europe et les États-Unis ont un choc ou un impact important ça dépend. si Trump gagne? Si Trump gagne, c'est difficile à dire, mais ça dépend un peu quelle sera vraiment sa politique. A priori, il n'y a pas de raison qu'il s'entende mal avec l'Europe, mais il peut avoir des initiatives qui ne plaisent pas vraiment aux pays européens. En fait, il parle assez peu, pour l'instant, je trouve, j'ai regardé, il parle assez peu de politique étrangère. Hein. Ouais. Il dit l'Amérique d'abord, C'est ça. bon, d'accord. Il a l'air d'être moins interventionniste que ses prédécesseurs, en tout cas que ses prédécesseurs républicains. Isolationniste. Oui, sans doute. De l'autre côté. Hein. Il promet, la seule chose que j'ai vue d'assez concret, c'est qu'il promet de moins contribuer à la défense des alliés de l'Amérique. Voilà. Ça veut dire que... Se retirer de l'Europe. Un petit peu, oui. Ça existait dans l'histoire américaine. Oui. Et l'isolationnisme, c'est bien, la droite américaine est souvent comme ça. Il est possible qu'il ait besoin, avec l'Europe, de déterminer un ennemi commun. Comme c'était le cas autrefois pour l'URSS. Mais aujourd'hui, la Russie, c'est plus un ennemi commun pour personne. Non, c'est ça. Elle n'a pas la puissance qu'elle a eue autrefois. Alors moi, je pense qu'effectivement, bien qu'il ait des intérêts en Chine, peut-être que l'ennemi commun, ça pourrait devenir la Chine. J'ai vu qu'il a dit, par exemple, les Chinois sont en train de reconstruire leur pays avec notre argent, les Américains. Ça, et puis il a ajouté, hein, ça n'arrivera pas si je suis président. Oui. C'est tout à fait le contraire en réalité. Est-ce qu'il pourra rassembler les Européens sur ce genre d'idées? Je ne pense pas, parce que les Européens ont leurs intérêts avec la Chine aussi. Oui, C'est vraiment une question sur laquelle il est difficile de savoir ce qu'il ferait s'il était président. Bon, un candidat qui dit pratiquement n'importe quoi, mais il risque d'être le président de la superpuissance du monde. Alors, maintenant, on va aborder un autre sujet qui est assez intéressant aussi, c'est que pendant que Trump gagne dans la campagne, de plus en plus, et les Américains sont descendus dans la rue, ils sont partis de Philadelphie devant le cloche de liberté, de l'indépendance, de l'indépendance. De liberté, oui. Ils marchent vers Washington oui. pour demander la démocratie. On va regarder un reportage préparé par un journaliste et puis je vais vous demander vos avis. En avril 2016, le mouvement Printemps démocratique a organisé plusieurs manifestations aux États-Unis pour protester contre l'influence de l'argent dans la politique américaine. Depuis une décision de la Cour suprême en 2010, les particuliers, mais également les entreprises et les syndicats peuvent verser des contributions aux groupes extérieurs sans aucune limite financière.
D'après un article du Washington Post publié le 15 avril, bien que l'élection américaine ait lieu au mois de novembre, entreprises et riches donateurs avaient déjà versé fin février plus de 600 millions de dollars dans les fameux Super PAC, les comités de soutien des candidats à l'élection présidentielle américaine. Les organisateurs du mouvement Printemps démocratique voulaient persuader le Congrès de lutter contre la domination toujours plus importante des très riches sur la politique aux États-Unis et assurer des élections libres et équitables. Le 2 avril, des milliers de militants sont partis de Philadelphie et ont entamé une marche de 10 jours et 225 km pour arriver à Washington le 18 avril. La police a finalement arrêté 400 manifestants pacifiques qui faisaient un sit-in devant le Capitole. Une arrestation record et un manque de clémence qui n'ont pourtant guère passionné les médias américains. Les chaînes NBC et Fox News ont accordé respectivement 12 et 17 secondes à l'événement. La chaîne d'information en continu CNN n'y a consacré que 30 secondes. Des chaînes de télévision qui se sont contentées d'évoquer des protestataires inquiets des droits électoraux, mais n'ont jamais évoqué les revendications contre la corruption du système politique et l'influence de l'argent. Ce même 18 avril, le quotidien de référence, le New York Times, publiait sur son site internet un simple entrefilet d'une centaine de mots pour décrire l'arrestation des protestataires du Capitole pour rassemblement illégal. Sur sa page d'accueil, le Washington Post préférait consacrer sa une aux manifestations qui se déroulaient à Londres contre la politique d'austérité du gouvernement Cameron. Voilà, c'est quand même très extraordinaire, hein, Richard. Dans le pays le plus grande démocratie en Occident, les Américains manifestent pour demander la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ces mouvements n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu la crise économique en 2008-2009. Ça a donné l'impression aux gens que d'un seul coup, il n'était plus possible d'avoir un progrès économique comme il y en avait eu, enfin pour eux, pour leurs enfants. Et donc, ça crée ce bizarre mouvement. Ils ont l'impression, ces manifestants, que la démocratie, en fait, c'est surtout l'économie, n'est plus représentée, n'est plus appliquée en Amérique. Et c'est un choc assez puissant par rapport à ce qu'on a toujours pensé aux États-Unis, où c'est la libre entreprise, où c'est la loi du marché, tout ça. Et donc, on retrouve surtout ces gens du côté démocrate et du côté de, je pense, de Bernie Sanders. Ils sont plutôt par là, mais il a beaucoup de soutien parmi les jeunes, justement. Et il faudra voir ce que ça deviendra au fur et à mesure de la campagne. Mais en fait, leur slogan, c'est contre la démocratie de l'argent. C'est-à-dire, c'est un peu contre une sorte de l'oligarchie. Hein, des gens qui ont perdu de l'argent, qui n'ont plus de visibilité sur ce que peut être une progression de leur pouvoir d'achat, supportent mal qu'il y ait encore des gens riches et qui continuent de s'enrichir. C'est le cas en Amérique. Est-ce que ça ressemble un peu avec le mouvement en France, la Nuit debout? Peut-être. Encore que la Nuit debout me semble plus ponctuelle. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la politique de Hollande actuellement pour le contester sur la loi travail, par exemple. Mais ils ont des slogans aussi très socialistes. Par exemple, travail pour tous, salaire à vie, élection de tirer au sort, etc. De même que le Printemps démocratique est vu très à gauche aux États-Unis. Là aussi, c'est une espèce de gauchisme aussi qui a besoin de s'exprimer dans une période où c'est pareil qu'aux États-Unis. En France, l'économie n'arrive pas à se relever depuis qu'il y a eu une chute en 2008 et 2009. C'est la même. Il y a des ressemblances, bien sûr. C'est plus étendu apparemment aux États-Unis, aussi parce qu'il y a plus d'habitants. Et Yifan, vous venez de terminer votre livre qui va bientôt sortir sur la démocratie elle-même, le système démocratique.
Alors, qu'en pensez-vous de ce mouvement? En fait, ce mouvement demande une autre démocratie. C'est-à-dire, il doute qu'actuellement, aux États-Unis, ce n'est pas la vraie démocratie. C'est le paradoxe de la démocratie aux États-Unis, parce que d'une part, depuis plusieurs gouvernements, la promotion de la démocratie à travers le monde a été l'objectif de leur politique étrangère. Donc, si un pays applique une politique étrangère basée sur cela, cela veut dire implicitement que ça devait être un modèle de la démocratie, si on veut promouvoir ça. Oui. Mais d'un autre côté, surtout. à l'intérieur des États-Unis, depuis la crise, Richard a complètement raison, depuis la crise, le système démocratique aux États-Unis est de plus en plus contesté par la population. Si ce mouvement démocratique, le printemps démocratique, est plutôt qualifié de gauche, alors le mouvement de parti de thé, le Tea Party, est visiblement, non, de droite. Mais c'est aussi un mouvement populaire de droite. Mais j'ai assisté, j'ai vu à Washington l'organisation du mouvement de parti de thé. Mais c'est aussi des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Il ne faut pas oublier Occupy Washington aussi. Oui, l'occupation de Washington en est un autre exemple qui montre que finalement, la vie politique aux États-Unis est de plus en plus radicalisée. La masse populaire est mécontente de la vie politique ou du système En politique. réalité, elle est surtout mécontente de l'économie. De l'économie. Je pense c'est ça. Le fond, c'est ça. Mais souvent, la masse populaire pense que finalement, les représentants et les hommes politiques sont incapables de résoudre le problème de l'économie, de sortir l'économie américaine de la crise. Parce que, en dépit de ce qu'on appelle la recouverture de l'économie américaine, etc., le niveau d'emploi reste encore dérisoire. Et l'autre phénomène de ce mouvement, de ce printemps démocratique, ce sera une question pour Richard, c'est que les médias mainstream aux États-Unis, apparemment, ne parlent pas de ce mouvement. Ils parlent, comme le reportage a dit, ils utilisent 12 secondes, 13 secondes, 30 secondes pour parler, et sans mentionner jamais leur motivation, leur slogan. C'est quand même assez curieux. On sait que un chien mord l'homme n'est pas une information, c'est l'homme mord le chien. Mais cette fois-ci, une manifestation pour la démocratie dans le pays démocratique, le plus grand pays démocratique occidental, et avec une arrestation d'1 millier de personnes non sans violence, c'est quand même une information. Pourquoi les médias ne parlent pas? Je crois qu'ils ne savent pas très bien saisir ce mouvement. Mais au moins, il faut parler. Oui. Il faut donner la parole à ces gens-là. Oui. Je crois quand même que vous exagérez un petit peu. Ils leur donnent un peu la parole, je crois, les médias américains. Simplement, ils ne savent pas très bien qui interroger, comment leur demander. C'est quand même un mouvement qui est un peu flou, hein, bien sûr. Il est pour la démocratie, mais à partir de là, on sent un profond mécontentement. C'est ça l'analyse. Ils expriment quelque chose, une espèce de crainte qu'il faut analyser. C'est difficile, ce ne sont pas du tout des professionnels de la politique qui savent parler aux médias. C'est difficile d'aller les chercher. Il faut faire des reportages de fond. Et j'ai l'impression que les médias américains ne sont pas très bien outillés pour aller travailler sur ce genre de manifestations. Et les médias français parlent beaucoup, par exemple, La Nuit debout. Mais aucun mot sur aucune image, aucun mot sur ce mouvement printemps démocratique aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que les médias français se sentent un peu gênés Non, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour travailler dessus aux États-Unis. Aussi bête que ça. Tous les correspondants français aux États-Unis? Ils ont peu travaillé là-dessus, ça c'est sûr. Oui. Parce que c'est un mouvement difficile à comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait des attachés de presse qui viennent expliquer. C'est un peu trop neuf pour s'y attaquer. On n'a pas l'habitude de ce genre mais de une sujet. répression assez violente. Oui, ça ne mérite pas... Si.
Ça mérite qu'on s'y attaque, enfin qu'on s'y intéresse, certainement. Je pense que si ça continue, on va finir par regarder de près. Mais pour l'instant, il y a une espèce de nouveauté. Puis alors, aux États-Unis, l'actualité, c'est quand même d'abord les présidentielles. Le combat qui se mène, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, c'est ça sur quoi on travaille d'abord. Là, c'est un petit peu annexe. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Est-ce que, Téhéphane, ce mouvement printemps démocratique a un lien avec justement cette présidentielle, surtout l'arrivée Je le pense triomphe que de oui, Trump ou Sanders? l'émergence de ce genre de mouvement populaire, mécontent, etc., reflète justement la mentalité de l'électorat américain. Cela va de pair avec l'émergence de Trump, d'une certaine manière. Parce que Trump a utilisé aussi ce sentiment populaire contre l'établissement politique existant, contre ce qu'on appelle vous appelez des grands éléphants, des partis républicains et démocrates, etc. C'est ça. En fait, l'éruption de ce genre de mouvement populaire, la marche démocratique dans la rue est assez loin de Philadelphie à Washington. Oui, c'est 200 km. C'est assez loin. Donc ça montre loin. que finalement, la masse populaire est vraiment mécontente de la vie politique aujourd'hui. Elle est mécontente de la capacité de gouvernance des hommes politiques. De changer les choses. Ah oui, c'est ça. Donc ça rappelle un peu ça. Et Trump dit que non, j'ai la solution, je peux vous aider. Je vais, d'une certaine manière, rendre la gloire aux États-Unis. Ce sont des slogans qui ont une certaine attraction pour la masse populaire, je pense. Si c'était la Chine, je me demande, ce sera la une dans le monde entier. Bon, la dernière question inévitable pour une élection présidentielle. Rapidement, quelques phrases. Qui va gagner alors pour tous les deux? Ce sera la première présidente des États-Unis ou le Trump, un inconnu pour devenir le leader de superpuissance? Moi, je pense que la prochaine, c'est quand même Hillary Clinton, parce que l'Amérique traditionnelle, plus les Noirs, les Latinos, devraient voter pour elle, sauf si il y a contre elle un scandale révélé qui l'a fait tomber. C'est possible. Bon, c'est clair. Téhéphane, alors, je me rappelle que l'un de tes amis, le meilleur spécialiste américain, Jing Chan-rong, avait déjà annoncé aussi la même chose. La victoire de Hillary Clinton. Alors, qu'est-ce que... je ne sais pas, je ne suis pas très sûr de l'élection de Hillary Clinton sur Donald Trump. Parce que j'ai lu un commentaire hier par Washington Post sur ça, et je pense que ce commentaire est raisonnable. Parce qu'il analyse la tactique électorale de Donald Trump, disant qu'il a tendu un piège à Hillary Clinton, et Hillary Clinton est en train de tomber dans le piège. C'est-à-dire que Hillary Clinton, comme c'est un candidat féminin, donc, elle se présente défenseur des intérêts féministes, etc. etc. Et Trump fait exprès de l'attaquer là-dessus, sur ce front-là. Et cela donne l'impression aux électeurs américains que Hillary Clinton, n'est autre chose qu'un représentant des intérêts féministes. Ça peut faire tomber Hillary Clinton. Bon, on verra. Et on a encore combien de temps? 6 mois. 6 mois, voilà. Et on verra. Bon, merci beaucoup pour vos analyses, merci beaucoup pour tous les deux. On va continuer de parler de cette élection. Il est vraiment extraordinaire, très spectaculaire. On verra. Et j'espère que la prochaine fois, on verra plus clair. Voilà, merci tous les deux. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.